mesdames et messieurs, chers collègues et chères étudiantes et chers étudiants, inutile de vous dire que je suis très heureux d'ouvrir aujourd'hui ces 6e journées internationales de Sciences Po Grenoble sur la Méditerranée et le Moyen-Orient, qui sont consacrées à ce thème Maroc et Tunisie entre transition politique, mutation sociale et recomposition régionale. Ces journées internationales sont vraiment devenues un rendez-vous incontournable, très régulier, chaque automne, à l'Institut d'études politiques de Grenoble et traduisent, confirment chaque année un peu plus l'intérêt, l'importance que nous accordons à l'analyse des problématiques, des situations en Méditerranée et au Moyen-Orient. Importance que nous accordons à ces problématiques à travers plein d'expressions, de modalités différentes, aussi bien en matière de travaux de recherche que de formation, à travers aussi une chaire dans laquelle ces journées prennent place. Donc c'est un rendez-vous régulier. Ça veut dire qu'un ensemble de thèmes ont déjà été traités. En 2015, le thème de ces journées internationales était dédié aux nouveaux enjeux pétroliers et gaziers en Méditerranée orientale et au Moyen-Orient. En 2016, l'Iran. En 2017, les monarchies de la péninsule arabique. Ce sont des journées qui ont laissé des traces et dont on peut retrouver finalement les documents, les débats sur notre site internet. Et donc les porteurs de la chaire et de ces journées internationales ont décidé cette année résolument de se déplacer vers l'ouest, vers le Maghreb, pour évoquer les enjeux des transformations en cours, tant au Maroc qu'en Tunisie. Donc on aura comme ça une journée et demie dédiée à l'analyse de ces transformations, cet après-midi plutôt sur les questions relatives aux transformations politiques et constitutionnelles, et demain, la matinée sera consacrée à l'analyse des sociétés, de l'évolution, des mutations, du mouvement des sociétés marocaines et tunisiennes, et l'après-midi portera beaucoup plus sur les enjeux stratégiques de ces recompositions, de ces évolutions. Ce sur quoi, surtout, je veux insister, c'est vraiment l'originalité de ces journées internationales. C'est une manifestation pluridisciplinaire qui ne constitue ni un colloque traditionnel de recherche, comme on peut les organiser habituellement dans un cadre académique, ni un espace de conférence, de vulgarisation sur telle ou telle question. C'est d'abord et avant tout un espace de rencontre, de discussion qui permet d'organiser un échange entre des experts, des spécialistes des questions traitées et les étudiantes et les étudiants. Et le tout dans un cadre qui est toujours extrêmement décontracté, extrêmement convivial, et qui permet justement dans cet esprit-là d'organiser peut-être un peu différemment ces délibérations, ces échanges, ces partages entre étudiants et experts. C'est un vecteur aussi, à bien des égards, ces journées internationales à l'IEP depuis quelques années, de dynamisation de notre institut sur différents plans. Dynamisation sur le plan notamment des partenariats internationaux que l'on peut nouer en Méditerranée et au Moyen-Orient, avec bien des structures là aussi qui sont extrêmement variables dans leur identité, aussi bien les universités, les chaires, que les instituts de recherche. Et ces journées internationales sont une occasion supplémentaire à chaque fois de nouer de nouvelles relations et de construire avec de nouveaux acteurs, avec de nouveaux partenaires ces moments de rencontre. C'est aussi un facteur d'animation de notre vie associative et étudiante, avec une mobilisation très forte chaque année des associations étudiantes de Sciences Po Grenoble notamment, et cette année avec notamment l'exposition de photos qui est réalisée à l'initiative des associations Monde Arabe,
FIP et Déclic. Mobilisation aussi de l'ensemble des acteurs de l'établissement au-delà des étudiants, des enseignants-chercheurs, à travers, par exemple, eh bien, l'organisation d'une exposition aussi cette année de notre centre de documentation sur des livres relatifs à cette région. Donc, c'est un cadre à chaque fois qui permet effectivement à bien des acteurs de l'établissement et au-delà de se mobiliser. Là aussi, il y a une sorte de régularité maintenant qui est en train de se mettre en place avec l'organisation d'un concert. Et ce soir, il y aura un concert dans l'Amphicé à 17h45 avec le groupe Malinga, un concert de musique latino-orientale. Et là aussi, ça participe effectivement d'un esprit, d'une identité très, très particulière de ces journées. Et c'est ce qui explique qu'au cœur effectivement de cette manifestation, il y ait de très nombreux acteurs, de très nombreux partenaires qui soient associés, ce qui implique nécessairement que j'adresse des remerciements peut-être un petit peu plus prolongés finalement que d'habitude, eu égard à l'ampleur de ceux qui sont associés pour faire vivre ces moments-là. Ces acteurs, ils sont de nature très différente. C'est vrai que si nous avons une chaire à l'IEP depuis quelques années dédiée à la Méditerranée et au Moyen-Orient, c'est grâce au soutien de la région Auvergne-Rhône-Alpes qui soutient depuis le début cette initiative. C'est aussi grâce bien aux différents partenariats que l'on peut mener. Et la chaire Méditerranée de Sciences Po Grenoble, ce sur quoi nous avons toujours insisté, c'était la nécessité qu'elle travaille avec d'autres, des équivalents ou non. Ces journées en donnent une expression particulière à travers la coopération qui s'est nouée entre cette chaire et la chaire Raoul Dandurand, donc de l'Université du Québec à Montréal. Ces deux chaires ont travaillé déjà ensemble depuis quelques mois, avec notamment l'organisation à la fin du mois d'avril à Montréal d'une conférence dont on m'a dit qu'elle avait été un véritable succès sur le Moyen-Orient entre révolte et insécurité. C'est le prolongement d'un travail dont j'espère qu'il se poursuivra encore pendant longtemps, et c'est pour moi aussi l'occasion de remercier peut-être plus particulièrement Elisabeth Vallée, qui connaît très très bien cet établissement, qui est la directrice scientifique de la chaire d'Endurand, et aussi Mylène de Repentini, qui est une chercheuse en résidence au sein de cette chaire. Donc c'est une belle collaboration qui s'est nouée, qui se poursuit aujourd'hui et qui se poursuivra nécessairement encore. C'est l'occasion encore de remercier des acteurs qui sont des acteurs internes de l'IEP, notamment les laboratoires de recherche qui se sont mobilisés dans l'organisation de ces journées, et tout particulièrement le CERDAP 2 et PACT. L'occasion de remercier un partenaire qui est pour nous un partenaire structurant, là encore, depuis quelques années de notre développement au Maghreb, à savoir l'Université internationale de Rabat, mais aussi l'Institut de recherche du Maghreb contemporain, l'IRMC, de Tunis, où dans une réflexion souvent conjointe sur ce site grenoblois autour des problématiques des relations internationales ou de la géopolitique, Grenoble École de Management, puisque nous avons aussi le plaisir depuis quelques années de travailler ensemble à l'occasion de l'organisation du Festival de géopolitique. Les associations étudiantes de Sciences Po Grenoble, je le disais tout à l'heure, l'association Monde Arabe, l'association FIP, l'association Déclic, c'est un vrai élément d'identité du fonctionnement d'un établissement comme le nôtre, de pouvoir s'appuyer sur une vitalité de la vie associative étudiante. Et quand les étudiants, à travers leur association et individuellement, peuvent être impliqués dans l'organisation de journées, de manifestations de cette nature, et qu'on peut finalement construire, élaborer des moments de rencontre de cette nature, on ne peut que s'en réjouir, et on a là des associations qui sont très actives,
C'est aussi l'occasion de remercier l'association Coup de Soleil en Auvergne-Rhône-Alpes. Il y a aussi d'autres types d'acteurs qui s'associent régulièrement à ces journées internationales, les revues Moyen-Orient, la revue Carto, le site spécialisé Les Clés du Moyen-Orient. Donc vous voyez, c'est vrai que c'est un cercle très large, un spectre de partenariats qui évolue aussi en fonction des journées, mais qui traduit cette volonté de s'inscrire dans des dynamiques collectives qui dépassent de loin le périmètre, la frontière de notre établissement. Et puis, c'est aussi la mobilisation de l'ensemble des acteurs administratifs de l'établissement autour de ces journées. Le service de communication avec Lise Marcel et Marilyn Alnay, qui sont dure école depuis quelques mois à l'IEP, compte tenu effectivement de tout ce qui est à gérer en termes de manifestations, d'organisation. Bien entendu, Sandrine Vernet et Nicole Vanderloo pour le service des relations internationales, voilà, qui sont aussi impliqués de façon permanente dans l'organisation et la vie de telles rencontres, de telles journées. Notre service donc de documentation qui s'est mobilisé à l'occasion pour faire son exposition. Et bien entendu, je dois terminer par lui, eh bien Jean Marcoux, qui porte la chaire Méditerranée-Moyen-Orient à Sciences Po Grenoble, qui est aussi responsable eh bien, du master Méditerranée Moyen-Orient, ce master Méditerranée-Moyen-Orient qui ne cesse de se développer et de renforcer son attractivité au fur et à mesure des années. Et l'une des grandes évolutions cette année, c'est que c'est non seulement un master qui est proposé en enseignement présentiel, mais aussi en enseignement distanciel. Voilà, je tiens vraiment à te remercier, Jean, pour tout le travail que tu effectues à tous les niveaux, mais tout particulièrement dans ton aire privilégié de compétences, avec cette capacité à développer des projets qui sont systématiquement des succès et qui, de surcroît, reposent toujours sur la volonté d'être pensé à plusieurs et de mobiliser le plus grand nombre. Et c'est vraiment quelque chose qui est très important pour nous. Merci enfin à tous ceux qui vont animer, participer, échanger à l'occasion de ces journées, dont voilà, je suis certain, mais ce n'est pas utile de le préciser, qu'elles seront sans doute très riches et très stimulantes pour tout le monde. Donc je vous souhaite de très belles journées. Merci. Bonjour, mon nom est donc Elisabeth Vallet, je suis directrice scientifique à la chaire Raoul Dandurand à l'UQAM. Sciences Po Grenoble est aussi mon alma mater, donc je suis très heureuse de revenir ici. Et je dois vous dire que votre institution, à vous étudiants, vous représente très bien à l'étranger, que la vitrine qu'a offert Sandrine, Jean, lorsqu'ils sont venus nous voir à Montréal, en était une qui était très positive, Hélène Callot était ça aussi. Et ça a projeté une excellente image de votre institution. Donc, je vous encourage à venir nous voir et à venir étudier sur les bancs de l'UQAM. Vous participez aussi à la création de cette communauté. C'est quelque chose qui se fait au niveau des enseignants parce que, bien sûr, Jean Marcoux nous a tendu la main puisque dans la chaire Raoul Dandurand, on a un observatoire sur le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord et a donc choisi de venir travailler avec nous, ce qui est très intéressant. Vous avez la proximité géographique, peut-être une présence culturelle beaucoup plus importante. Nous, on a l'éloignement et peut-être d'autres regards rapportés sur la région. On a des spécialistes, Minou Chinoufi, qui appartient aussi, qui va vous parler tantôt de ce qu'il étudie. On essaye un peu de rassembler, de créer des réseaux autour de ces enjeux-là.
Mais lorsqu'on a aussi la possibilité de travailler avec d'autres institutions, de travailler par-delà l'Atlantique, c'est toujours extrêmement constructif. Et donc, je vous encourage à participer de ce mouvement-là en tant qu'étudiant. Ça fait vraiment partie des approches que l'on veut mettre de l'avant dans le cadre de ce partenariat. Je vais peut-être inviter tout de suite et sans plus tarder, tout en remerciant vraiment les organisateurs de ce colloque. Encore une fois, on est tous les trois ravis d'être ici. Les présentateurs du premier panel à venir me rejoindre. On va donc entendre Madame Abourabi, qui est professeure à l'université de Rabat, à Sciences Po Rabat. Et là, je dois dire aussi qu'il y a une vitrine extraordinaire de Sciences Po Rabat, une présence notamment sur les réseaux sociaux qui font que mes étudiants connaissent très bien cette université. Et Madame Abourabi publie d'ailleurs un ouvrage sur le Maroc qui va apparaître aux éditions de Bock en février prochain. Elle m'en a parlé un peu, ça a l'air extraordinaire, donc je vous recommande d'aller voir ça en librairie. Le professeur Gesser. J'ai toujours... On a francisé les noms. Oui. C'est l'assimilation. Je t'en prie, venez vous asseoir en même temps que je vous présente. Donc, il va nous parler des mutations du système politique tunisien, qui est d'ailleurs, pour lequel c'est aussi une alma mater. Vous êtes diplômé de Sciences Po Grenoble, c'est ce que m'ont dit mes informations, est aujourd'hui à l'IREMAM à Aix-Marseille et est à la tête de la revue Migration et Société. Le professeur Saya, qui va nous parler des enjeux constitutionnels en Tunisie, est professeur de droit public ici à l'université Grenoble-Alpes et a écrit plusieurs ouvrages sur la révolution tunisienne et son lien avec la Constitution. Il est au CERDAP 2, c'est ça? On a fait des enquêtes. Et enfin, pour le professeur El Razi, qui est à l'université Rabat également, qui va nous parler des enjeux constitutionnels au Maroc, professeur de droit constitutionnel et spécialiste des questions de laïcité, de représentation et de participation politique des femmes. Je suis ravie donc de vous entendre et j'ai hâte. Donc je vais vous donner la parole. Vous avez chacun droit à 15 minutes nord-américaines. Donc ce sont de vrais 15 minutes et je vous ferai des grands signes quand il sera temps pour vous de cesser. Donc, Madame Abourabi, nous allons commencer par vous. Comme vous voulez, je peux... Ah ok, d'accord. Bonjour à tous. Donc, on m'a demandé de vous parler aujourd'hui des changements et des continuités du système politique marocain. Vaste sujet. En ce moment, au Maroc, il se passe tellement de choses. Le Maroc est en pleine transformation. Certains d'entre vous vont d'ailleurs à l'université chaque année en échange et ont l'occasion de voir pendant 6 mois à quelle rapidité ces transformations sont engagées dans certains domaines. Il y a aussi des lenteurs dans d'autres domaines, il y a donc des permanences. Donc je vais tenter de vous résumer tout cela en 10-15 minutes, ce qui semble être assez difficile. Donc oui, le Maroc est en pleine transformation et cette transformation, elle est tirée par l'extérieur, par la mondialisation des échanges, par l'émergence de nouvelles puissances au sud avec lesquelles le Maroc a engagé des relations de coopération, par le façonnement d'un nouvel ordre transnational qui mobilise aussi la société civile marocaine. Il se transforme aussi de l'intérieur à travers les politiques engagées par le monarque ainsi que toute une partie du gouvernement qui participe de plus en plus à l'élaboration des politiques publiques. Et l'État est conditionné dans ses orientations aussi par les propriétés de cet environnement, de son environnement géopolitique immédiat, puisqu'il existe un certain nombre de contraintes ou d'intérêts nationaux qui sont définis à l'échelle du politique avec lesquels il doit composer constamment. L'arrivée de Mohamed VI au pouvoir en 1999 a véritablement conforter une orientation prise depuis les années 90, qui est celle de l'ouverture politique que je vais vous expliquer tout à l'heure. Et cette ouverture politique a eu des conséquences à la fois sur le terrain social, mais aussi sur le terrain économique. Le Maroc est en pleine croissance avec tous les effets positifs et négatifs que suggère
ce terme. Donc, tout en diffusant, et à juste titre, une image plus démocratique, la monarchie, le régime, s'est consolidé dans sa légitimité symbolique comme dans ses pouvoirs exécutifs. Et la restructuration des institutions et la multiplication des domaines d'action de la politique a aussi élargi le champ des possibles pour la classe dirigeante comme pour la société civile. Il y a donc un système plus ou moins consensuel de participation qui possède aussi une face plus sombre puisque le Maroc n'est pas à l'abri des crises, le Maroc n'est pas à l'abri des contestations, qu'elles soient d'ordre sécuritaire ou économique. Et si le printemps arabe a poussé le pouvoir à mettre en place, puisque le pouvoir a anticipé les mobilisations issues du printemps arabe, donc a poussé le pouvoir à mettre en place un référendum pour une nouvelle constitution, les contestations suscitées par cette vague révolutionnaire illustrent aussi la persistance de demandes politiques et sociétales et d'un certain malaise d'une partie de la société civile par rapport aux différents modèles qui sont proposés. Alors, au-delà de cette disparité entre une vitrine parfaite, un Maroc qui évolue bien, qui se développe bien, et une arrière-boutique qui peut paraître un peu sombre, la réalité, bien évidemment, elle est complexe, elle n'est pas unique. C'est ce que je vais essayer de définir un petit peu à travers 3 parties. Je vais vous parler des permanences, pour faire simple, quelles sont les continuités, quels sont ensuite, dans un deuxième temps, les changements, pour faire toujours aussi simple. Et puis, je vais terminer sur les conséquences de ces évolutions du système politique marocain. Alors, la principale continuité du système politique marocain, pour commencer, c'est la persistance de la centralité du pouvoir monarchique et du processus décisionnel autour de ce pouvoir monarchique, avec les conséquences que cela peut avoir sur à la fois la bonne mauvaise gouvernance et à la fois la bonne ou mauvaise gestion des politiques publiques. Je vais préciser ça dans un instant. Donc le monarque au Maroc, pour rappeler un peu pour ceux qui connaissent pas bien, dispose d'un double pouvoir, un pouvoir politique et religieux. Au plan politique, le monarque est le garant de l'indépendance de la nation et de l'intégrité territoriale du royaume. Il est le chef suprême des forces armées royales. Il nomme les ministres, il préside le conseil des ministres, il promulgue la loi, il accrédite les ambassadeurs comme un président également. Jusqu'en 2011, donc jusqu'au changement constitutionnel de 2011, c'était aussi lui qui désignait le premier ministre. Et plus généralement, c'est lui qui donne les orientations à suivre à travers ses discours. Donc chaque discours royal est une sorte de feuille de route que le gouvernement doit s'assurer de suivre. Donc à ce titre, le cabinet royal agit parfois comme un véritable gouvernement au-dessus du gouvernement sur certains dossiers stratégiques. Et le cabinet royal s'est véritablement professionnalisé et élargi au fil des années. Il compte aujourd'hui une dizaine de conseillers et une vingtaine de chargés de mission, ainsi qu'une centaine de collaborateurs qui ne vont pas agir dans tous les domaines des politiques publiques, mais sur certains dossiers considérés comme stratégiques. Et sur ces dossiers considérés comme stratégiques, ils peuvent avoir une action beaucoup plus directe et donc beaucoup plus effective. Au plan religieux, le roi est aussi le commandeur des croyants, Amir el-Mu'minin, et à ce titre, jusqu'en 2011, sa personne était constitutionnellement sacrée. Alors, la sacralité du roi a été supprimée dans la nouvelle constitution de 2011, mais cette fonction de commandeur des croyants, elle permet au roi, elle légitime ses actions religieuses, lui permet de surveiller le corps des oulémas. Donc, ce sont, pour ceux qui ne connaissent pas les oulémas, c'est une forme de clergé religieux que l'on a au Maroc et qui permet de s'assurer de la compatibilité du droit positif avec les lois islamiques, puisque les lois ne sont pas islamiques au Maroc, elles sont issues du droit positif, mais le Maroc s'efforce de faire en sorte qu'il y ait une sorte d'adaptation. Donc, d'interpréter les textes religieux aussi et d'insuffler les réformes juridiques liées à ce droit musulman, de même que sa position justifie une véritable ritualisation du pouvoir symbolique. Et à ce titre, le monarque a pu institutionnaliser, par exemple, le soufisme comme 3e composante de l'islam officiel marocain en 2002.
en 2002, l'islam marocain a été redéfini et a été redéfini à travers 3 composantes, le rite malékite, l'ash'arisme et aujourd'hui le soufisme. Et donc, cette intégration a permis à l'État de mobiliser les confréries transnationales soufis qui agissent dans l'ensemble de l'Afrique de l'Ouest. Et ces confréries transnationales, dont beaucoup avaient prêté allégeance au roi depuis le 19e siècle, à la dynastie alaouite, plutôt depuis le 19e siècle, à travers une cérémonie qui s'appelle la cérémonie de la Bay'a, l'allégeance au roi, eh bien, de les institutionnaliser et de les intégrer dans les politiques gouvernementales, notamment dans le cadre d'une nouvelle politique étatique qui est intitulée la politique de sécurité cultuelle, que l'on peut traduire par politique de sécurité religieuse, et qui est déployée à la fois au Maroc et au Sahel, et qui a pour but de combattre l'extrémisme religieux à la fois au Maroc et au Sahel. Donc, on voit bien que le roi est au sommet de cette vie politique, et son contrôle a toutefois été désamorcé au cours de trois périodes. La première a été introduite dans les années 90 avec l'arrivée au pouvoir d'un premier ministre issu d'un parti d'opposition, dans le cadre d'une politique d'alternance voulue et acceptée par le roi. La deuxième avec l'arrivée de Mohamed VI au pouvoir en 99 et la mise en place d'une série de réformes sociales et politiques. Et la troisième a été insufflée par le printemps arabe, aboutissant à un changement de constitution. Et ces 3 désamorçages de la vie politique, elles n'ont pas diminué l'importance du monarque. Par contre, elles ont, à travers le style entrepreneurial du monarque actuel, Mohamed VI, permis l'intégration d'une plus grande partie de la société civile à la prise de décisions politiques, à l'exécution des décisions politiques, à la définition des intérêts nationaux et à la participation plus généralement de la société civile. Donc ça a été dû au désamorçage et ça a été dû également au style de Mohamed VI dont le règne a très vite été qualifié de monarchie exécutive. Pourquoi ? Eh bien parce que Mohamed VI, dès les premières années de son règne, s'est distingué par son implication personnelle dans le développement social et politique. À titre d'exemple, il a créé une fondation philanthropique, la Fondation Mohamed V pour la solidarité, lancé l'INDH, l'Initiative nationale pour le développement humain, inauguré un certain nombre d'œuvres sociales, de projets d'urbanisme, de plans nationaux de développement, tous fortement médiatisés, si bien et aussi engagé une politique sécuritaire très forte, si bien que le roi est très populaire au Maroc parce qu'on considère que de par sa position au sommet de l'appareil décisionnel est nécessaire à l'accomplissement effectif des politiques publiques. Et de par sa position symbolique religieuse en tant que commandeur des croyants, eh bien cela permet, le roi est perçu comme le dernier rempart face à l'extrémisme, à la menace que représente l'extrémisme religieux. Et donc cette double fonction liée au style du monarque actuel et dans un contexte, malgré le contexte des désamorçages politiques, eh bien, a débouché non pas sur une baisse de l'influence du monarque, mais à l'inverse, sur une plus grande présence du monarque dans la vie politique, non pas à travers les lois, mais à travers justement l'élargissement de ces champs d'action politique et une légitimité qu'on lui reconnaît en raison du contexte international et domestique que je viens de décrire. Maintenant, cette transition politique, parce qu'on parle plutôt de transition politique au Maroc, elle a entraîné néanmoins une véritable ouverture de la société au pluralisme politique, une plus grande participation citoyenne aux débats d'actualité, une mobilisation politique plus accrue, consolidée également par la démultiplication des associations et des mouvements sociaux. Il n'y a jamais eu autant d'associations et de mouvements sociaux au Maroc que depuis les années 2000. Alors, quels sont maintenant les changements dans le système politique marocain? Il y en a plusieurs, mais j'aimerais en souligner un particulièrement, qui est l'introduction de nouveaux acteurs dans le système politique. L'introduction de nouveaux acteurs, en particulier des acteurs privés, dans le système décisionnel. Dès le début du règne de Mohamed VI, l'émergence est devenue une priorité nationale.
Et faire du Maroc un État émergent a été une décision soutenue par un ensemble de réformes juridiques et sociales, dont un programme de lutte contre la corruption, des programmes industriels, le plan Maroc émergent, le plan Maroc vert, le plan Halieutis, le plan pour développer le tourisme, un ensemble de plans et la construction de nombreuses infrastructures. Et pour atteindre l'émergence, le Maroc adhère à une économie de marché capitaliste et repose une stratégie qui repose notamment sur la privatisation. Alors la privatisation avait déjà été entamée dans les années 90, elle avait été encouragée par les politiques d'ajustement structurel liées au consensus de Washington dans les années 80. Elle avait été ensuite abandonnée à la fin des années 90, puis au début des années 2000, avec l'arrivée de Mohamed VI au pouvoir, il y a eu une relibéralisation très forte de la vie économique. Et cette libéralisation a pris la forme notamment d'ouverture de licences ou de capitaux aux investisseurs étrangers comme marocains. Alors, l'État est omniprésent dans l'économie marocaine actuellement. Il constitue le premier investisseur du pays, avec un budget d'investissement assez important, et les grandes entreprises nationales demeurent les bras armés de l'État. On peut citer par exemple l'Office chérifien des phosphates, l'Office national des chemins de fer, donc c'est l'ONCF, l'équivalent de la SNCF, c'est une entreprise nationale, l'Office national des aéroports, la Royal Air Maroc, tout ça, ce sont des entreprises nationales. Donc l'État demeure fortement présent. Cela dit, la CGEM, qui est la Confédération générale des entreprises du Maroc, qui est l'équivalent du MEDEF en France, donc c'est le patronat marocain, occupe une place de plus en plus importante dans cet appareil décisionnel. Pourquoi? Eh bien parce que la CGEM regroupe aujourd'hui près de 90 000 membres, dont les grandes entreprises privées, individuelles ou fédérées, les multinationales enregistrées au Maroc et des moyennes et petites entreprises. Et il faut souligner quand même que les moyennes et petites entreprises représentent plus de 93% du tissu entrepreneurial marocain. Alors, ces acteurs privés participent de plus en plus à la décision politique, surtout depuis que le Maroc a engagé une politique africaine, une politique étrangère africaine. Cette politique africaine a été insufflée par le roi Mohamed VI à partir des années 2005-2006, puis s'est accélérée à partir des années 2012-2013. Elle vise à faire du Maroc un pays, une puissance émergente africaine, tant dans son identité propre. Le Maroc veut être reconnu comme un pays africain, mais aussi veut agir sur le continent africain. Et l'un de ses principaux instruments, c'est le déploiement d'une diplomatie économique. À partir du moment où le Maroc, dans sa politique d'émergence, a pu accomplir un certain nombre d'achèvements. Par exemple, le réseau électrique du Maroc est particulièrement achevé. J'ai plus qu'une minute. A pu accomplir un certain nombre de choses, eh bien, ces entreprises ont eu le besoin de s'étendre à l'extérieur des frontières. Et donc, le Maroc a accompagné dans un premier temps. Maintenant, il y a l'effet contraire qui se produit. Ces entreprises se sont bien développées en Afrique. Le Maroc est devenu le premier investisseur africain en Afrique de l'Ouest, le deuxième investisseur africain en Afrique. Ces entreprises sont maintenant bien implantées et donc les intérêts nationaux de l'État sont définis par le roi, mais aussi en fonction des préférences des différents acteurs privés les plus influents au sein de cet État. Et ça, c'est un changement essentiel dans la vie politique. Pour terminer donc rapidement, quelles sont les conséquences de ces permanences et de ces changements? Alors, il y a des conséquences positives et des conséquences négatives. Je vais faire les choses très très simplement encore une fois. Les conséquences positives, c'est que le Maroc se développe. Ça, c'est indéniable. Le Maroc, en 2018, est considéré comme un pays à revenus intermédiaires. La pauvreté a reculé. L'INDH avance. Les indices de développement humain montrent qu'il y a de réelles avancées. Les infrastructures se développent à une vitesse phénoménale. On peut le voir à l'œil nu. Les conséquences négatives, principalement, sont de deux ordres. L'augmentation des écarts socio-économiques, et ça, c'est dû au modèle choisi par le Maroc, ce modèle néolibéral. Et deuxièmement, des lacunes importantes qui restent en matière d'éducation. La prise en charge par l'État des politiques éducatives forme encore un problème auquel le gouvernement n'arrive pas à formuler de réponse satisfaisante. Voilà, j'espère avoir pu résumer un petit peu les choses. C'était un peu rapide, mais je vous remercie de votre attention.
Merci beaucoup. D'abord, je tiens à remercier effectivement Sciences Po Grenoble pour cette invitation, en particulier Jean-Marc Roux, son directeur, tout le staff organisateur qui a été particulièrement efficace. Émotion particulière parce que j'ai été effectivement étudiant dans cet institut avec un hommage à Roland Lewin, qui était à la fois spécialiste de l'anarchisme et de la montée de l'antisémitisme, Bernard Montergnol, qui était élu de cette circonscription et qui était mon directeur de mémoire, qui était spécialiste de la presse, et Pierre Brouet, effectivement, qui était historien et spécialiste du trotskisme. Donc 3 profs qui m'ont énormément marqué, mais qui ont malheureusement, qui ont marqué la vie de Sciences Po, qui ont donné les lettres de noblesse à Sciences Po. C'était des historiens et qui malheureusement sont disparus depuis quelques années. Voilà, je vais parler effectivement de cette expérience tunisienne que tout le monde cite souvent, mais il est vrai qu'on la cite souvent sous le mode un peu de l'exception. On parle même à propos de la Tunisie de rescapés du printemps arabe comme la seule société, le seul État, le seul pays, le seul régime qui aurait pu poursuivre sa démocratisation au-delà des phénomènes de retour à l'autoritarisme ou de restauration autoritaire. Précisément, je vous tiens à préciser que ma réflexion que je vais développer très rapidement, un quart d'heure, n'est pas simplement une réflexion individuelle, elle est le produit d'une réflexion collective avec l'ensemble de mes collègues de l'IREMAM, l'ensemble de mes collègues également tunisiens et franco-tunisiens. La montée des binationaux dans la production des recherches sur le Maghreb est assez le dire. D'ailleurs la présence d'Éric Gob ici, qui interviendra tout à l'heure, et de Farida Sua, qui ont contribué à cette réflexion collective dans un livre collectif que nous avons co-dirigé avec Amin Halal, donc Tunisie, une démocratisation au-dessus de tout soupçon, point d'interrogation. Fondamentalement, je partirai de cette hypothèse que l'idée d'exception est plutôt un voile posé sur la compréhension des processus politiques qui se déroule en Tunisie, et parler d'exception tunisienne, finalement, c'est affirmer quelque chose sans le démontrer, et de ce point de vue-là, ça ne nous aide pas à comprendre grand-chose. Je dirais que ce qui relève aujourd'hui des dynamiques tunisiennes appartient plus au monde de l'ambivalence, ou de ce qu'on pourrait appeler même des figures dissonantes de la démocratie. Oui, qu'incontestablement, les espaces de liberté, les espaces démocratiques ont progressé en Tunisie, mais en même temps, cette progression s'est faite souvent sur qu'on pourra appeler un malentendu fondamental. Il est vrai que si on prend du point de vue institutionnel de la surface, qui est une surface quand même non négligeable, les élections, la constitution, la création de nouvelles institutions de régulation, on peut dire qu'effectivement la Tunisie a atteint un certain stade supérieur à la plupart des pays de la région en termes de gouvernance démocratique. Mais précisément, si là où le bas blesse, là où il y a malentendu, là où il y a ambivalence, cette progression de la démocratie en termes institutionnels, en termes de gouvernance, rentre en dissonance avec d'autres aspirations, des aspirations sociales, notamment des aspirations de justice sociale et de dignité, qui, elles, ne relèvent pas d'un processus comparable d'approfondissement de la démocratie, même s'il convient de ne pas mettre en opposition ce qui serait une démocratie sociale à une démocratie institutionnelle. Ce n'est pas mon propos, ce n'est pas le propos des auteurs de ce livre. Néanmoins, on peut marquer cette ambivalence, ce frottement qui fait que quand on parle de démocratie tunisienne, on ne parle pas forcément de la même chose. De ce point de vue, la Tunisie n'est pas une exception, j'ai envie de dire. Elle n'est pas une anomalie, comme l'a qualifié un auteur jordano-américain qui a publié un ouvrage à succès, l'anomalie tunisienne, pour expliquer qu'en Tunisie, c'était le seul pays démocratique dans le monde arabe parce qu'il y avait une tradition réformiste, parce qu'il y avait un syndicat puissant, parce qu'il y avait un code de statut personnel donnant une large égalité des femmes. De ce point de vue-là, la Tunisie est moins une anomalie que finalement un système, un dispositif que l'on pourrait dire anormalement normal. La Tunisie est bien dans une forme de normalité du point de vue des canons, des critères de l'orthodoxie démocratique que l'on range souvent sous le registre de la nouvelle gouvernance. D'où d'ailleurs un prix Nobel qui a récompensé la Tunisie pour cette démarche du dialogue, mais un prix Nobel qui est aussi profondément paradoxal, puisqu'il récompense une démarche de dialogue qui est plutôt un dérivatif par rapport au fonctionnement démocratique, alors qu'il ne récompense pas, par exemple, les députés ou les acteurs politiques qui ont produit cette nouvelle constitution originale,
issu d'une Assemblée nationale constituante. On récompense un mode, je dirais, très conventionnel et négocié de la démocratie qui précisément sort des institutions démocratiques, le prix Nobel attribué effectivement à la Tunisie, mais en revanche, on met un voile sur ce qu'a été le processus constitutionnel de discussion contradictoire et souvent très passionné au sein de l'Assemblée nationale constituante tunisienne. Bien sûr, ça peut, les débuts de mon propos peut prêter à équivoque, à mauvaise interprétation. Je ne suis pas en train de dire qu'il n'y a pas une forme de démocratisation en Tunisie, et je ne tomberai pas dans la caricature, par exemple, inverse, qui consisterait qu'on est revenu à la case départ. Mon propos s'inscrit également en faux contre toutes ces thèses, parfois de sens commun, mais parfois pas seulement de sens commun, qui iraient dans le sens d'un retour à l'ancien régime. Il n'y a pas de retour à l'ancien régime en Tunisie. Il n'y a pas de restauration autoritaire, même si ça peut faire sens dans le discours politique, même si cela peut donner lieu à des mobilisations sociales. Parler de résurgence, de résilience, de retour à l'ancien régime me paraît abusif, et là encore, me paraît encore un voile posé sur la compréhension de phénomènes beaucoup plus complexes qu'une simple restauration de l'autoritarisme. Pour une raison majeure déjà, et qui n'est pas négligeable. Au-delà d'ailleurs des tentations un peu de tout expliquer par ce que j'appellerais des analyses trop positivistes, qui consisteraient à tout mesurer à partir de seuils de démocratie, d'indices de démocratie, il y a quelque chose qu'on ne peut pas, je dirais, ignorer, et qui est important pour l'analyse, y compris dans les sciences sociales, c'est la subjectivité des acteurs. C'est que les acteurs peuvent aujourd'hui, en 2018, en novembre 2018, tenir un discours un peu désillusionné, un discours un peu pessimiste sur ce qui se passe en Tunisie, mais la grande majorité des acteurs, quel que soit leur positionnement socio, politique, éthique, philosophique et religieux, croient à l'avant et à l'après 2011. Donc je dirais la croyance en ce qu'on appellerait une césure entre l'avant et l'après, c'est une césure certes peut-être imaginaire, critiquable, que l'on peut déconstruire en tant que scientifique, mais qui fait sens pour les acteurs sociaux et qui surtout produit des pratiques sociales nouvelles. Donc de ce point de vue-là, la subjectivité des acteurs, l'imaginaire social et politique des acteurs est un moteur d'action, y compris un moteur d'action en termes de désillusion. Et comme nous le montrerons dans une conclusion assez rapide, oui, la désillusion politique par rapport à un idéal de démocratie qui n'est pas né est aussi porteur de mobilisation. Ce qui n'était beaucoup moins le cas à l'époque de Ben Ali. Premièrement, ce que je voudrais dire, et assez rapidement, c'est que pour saisir ces dynamiques politiques, sociales que connaît la Tunisie depuis 2011, il faut déjà sortir de ce qu'on pourrait appeler une tentation essentialiste de finalement binaire entre autoritarisme et démocratie. Et finalement montrer que les arènes politiques, sociales et culturelles avancent à des rythmes différents, selon des logiques différentes, et qu'on ne peut pas donc avoir un jugement global sur ce qui se passerait en Tunisie en qualifiant de démocratie idéale, rescapée du monde arabe, la seule démocratie dans le monde arabe, de qualifier plutôt de retour en arrière, mais plutôt de montrer justement ces dynamiques différenciées avec des temporalités légèrement différentes selon le point d'observation que l'on privilégie. Donc finalement, ce qui nous conduit dans nos recherches, dans nos travaux, notamment publiés dans ce livre collectif, à privilégier plutôt l'observation de ce qu'on appellerait les zones grises, ces zones intermédiaires, ces zones où se jouent des jeux subtils qui ne relèvent ni de la démocratie, ni de l'autoritarisme, mais qui sont faits de mouvements parfois contradictoires et paradoxaux, à la fois d'exclusion, d'inclusion, de fermeture et d'ouverture, pour reprendre l'expression de notre collègue Jérôme Heurtaud, qui explique bien que finalement, la nécessité, pour comprendre ces dynamiques politiques, notamment lui parlait d'Europe de l'Est, mais c'est aussi valable pour la Tunisie d'aujourd'hui, de dépasser cette tentation du double essentialisme, de raisonner en termes d'autoritarisme ou de démocratie. De même, deuxième élément que nous tirons, que nous développons dans ce livre, collectivement, je le rappelle, ce n'est pas moi, c'est aussi la nécessité de dépasser ce qu'on appellerait à la fois le mythe de l'immaculée contestation, ça c'est quelque chose de le dire, et ce que j'appellerais moi aussi le mythe de la genèse révolutionnaire et démocratique, comme si la démocratie tunisienne était née en un seul jour, ou en 7 jours, en gros. Un jour pour le Parlement, un jour pour les élections, un jour pour les espaces de liberté. En fait, là aussi, la nécessité de réintroduire
non pas seulement le processus démocratique actuel, mais aussi l'idée et le projet démocratique tunisien dans une temporalité plurielle ou dans une temporalité plurielle et dans l'histoire longue. L'idée que la démocratie tunisienne n'est pas née en un seul jour, c'est aussi faire le pari d'une analyse qui montre finalement tous ces mouvements de protestation, de contestation, de restauration depuis l'indépendance et même avant l'indépendance qui ont conduit d'une certaine manière à légitimer les projets démocratiques dans leurs différences et dans leurs contradictions. On pourrait prendre plusieurs exemples, et Jamil Saya le sait mieux que moi. Dès l'indépendance, une partie des élites se prononçait pour un projet démocratique. Certes, une démocratie tutélaire, certes, un pédagogisme démocratique qui prétendait que le peuple était ignorant et qu'il fallait l'éduquer. Quelque part, on faisait de l'autoritarisme pour justifier et différer un projet démocratique futur. Également, au sein du parti unique, fondé par Bourguiba, la présence d'élites pourtant bourguibistes, conformistes, qui ont été aussi porteuses de ce projet, de ce qu'on a appelé le mouvement libéral et démocratique, autour de figures comme Ahmed Mestiri, qui déjà dans le parti unique défendait l'idée d'élections pluralistes, défendait le respect du principe majoritaire, et ça, c'est pas 2011, c'est les années 70, où d'ailleurs cette tendance va même être majoritaire. En 70, en 71, au congrès de Monastir. Mais c'est aussi l'extrême gauche. Cette extrême gauche qui n'a cessé de prôner la fin de l'État bourgeois, de cette extrême gauche qui n'a cessé de dire en finir avec cet État capitaliste néo-occidental de Bourguiba, mais qui en même temps était dans une démarche, je dirais, à la fois qu'on pourrait dire bourguibienne sur le plan sociétal et les valeurs, égalité homme-femme, un certain équilibre entre identité orientale et identité occidentale, et qui, même si elle appelait à la fin de l'État bourgeois, réclamait aussi l'approfondissement des espaces de liberté et la fin de l'État autoritaire. C'est aussi tous ces mouvements sociaux qui secouent la Tunisie depuis les années 70, depuis les années 80, qu'on a souvent présentés comme des révoltes de la faim ou des révoltes de la soif, dont on a souvent eu des représentations dépolitisantes, alors qu'elles renfermaient, même s'il s'agissait de mouvements de protestation populaires, elles renfermaient aussi des revendications démocratiques, certes pas codifiées, certes, je dirais, dans une formulation qui serait bien peu conforme à la nouvelle doxa de la gouvernance démocratique, mais avec une charge fondamentalement anti-autoritaire et anti-dictatoriale. D'où une troisième leçon que nous tirons, mais ce n'est pas seulement que nous tirons de nos études, mais que nous utilisons, que nous considérons aussi comme une incitation à aller au-delà de cette thèse du retour à l'ancien régime ou de la démocratie idéale, la nécessité aussi, pour comprendre les dynamiques qui se jouent, les dynamiques paradoxales et contradictoires qui se jouent en Tunisie, la nécessité de dépasser le prisme purement institutionnel pour décaler le regard du chercheur, le regard de l'universitaire vers des scènes publiques en marge de la politique instituée, qui nous oblige à quelque part à ne pas considérer que l'approfondissement d'une démocratie se jouerait simplement dans l'élection du président, dans l'élection des députés, dans la responsabilité d'un gouvernement, ou même à la surface des associations, mais qu'elle se joue dans des arènes qui ne sont pas forcément des objets communs, coutumiers, que de ce que serait, par exemple, celui du politologue ou du sociologue, et de voir qu'aussi la démocratie se joue parfois dans des espaces inattendus d'une société. De là aussi, finalement, les constats qu'on peut tirer. Alors, d'abord, un constat simple, mais qu'on pourrait décliner à travers différents types d'études, dont une partie figure dans ce livre, mais il y en aurait beaucoup plus de facettes à décrire et analyser. C'est vrai que l'apparition, ou du moins la publicisation, pas l'apparition, la publicisation depuis 2011 de nouvelles causes, entre guillemets, sociales et démocratiques dans l'espace public tunisien et qui s'expriment dans l'espace public. C'est ça peut-être le plus important, notamment la cause noire. Le racisme n'existait pas en Tunisie, c'est ce qu'on disait. C'est une sorte de démocratie, pas une démocratie, c'est une sorte de société idéale où tout le monde est musulman, sunnite, modéré, et il était inconcevable de penser que la Tunisie puisse être aussi une société où il y ait des phénomènes racistes. Des causes liées notamment au genre, et notamment les revendications de type homosexuel, mais aussi les mutations du féminisme, qui ne se répondent plus simplement au féminisme d'État, de type bourguibien bénaliste, ou au féminisme contestataire des années 60-70, mais avec de nouveaux acteurs féministes issus de la nouvelle génération, qui sont à la fois les héritières du féminisme d'État,
mais qui sont aussi, je dirais, ces réformatrices sur des causes différentes, sur des manières de l'exprimer différemment, et qui montrent là aussi qu'il se joue dans la société civile tunisienne, mais au-delà, entre guillemets, de cette société civile, dans les arènes politiques et sociales, de nouvelles causes, de nouvelles revendications qui ne correspondent pas complètement à ce qui se passait avant. Mais en même temps, faut-il le dire, et de ce point de vue-là, la comparaison avec d'autres pays, je vais bientôt conclure, et notamment avec ce qui s'est passé en Europe de l'Est, et nous apparaît pertinente, même s'il faut se méfier, comme on dit, des comparaisons, mais les comparaisons ont toujours une dimension heuristique. Bien sûr, c'est la montée de ces nouvelles revendications, entre guillemets, démocratiques dans l'espace public, s'accompagne simultanément de leur contraire, c'est-à-dire à la montée des mouvements antiracistes assez inédits dans l'espace public tunisien, s'expriment aujourd'hui clairement dans l'espace public tunisien des tendances xénophobes. Donc on pourrait aussi voir que ces mouvements d'émancipation, de libération, d'expression nés, du moins publicisés après 2011, s'accompagnent aussi de mouvements de repli anxiogènes, par exemple les binationaux, fétichisés en 2011 car symbole d'une nouvelle citoyenneté tunisienne au-delà des frontières. La Tunisie n'a plus de frontières, elle est une cause universelle et internationale dont ces binationaux franco-tunisiens exprimeraient finalement, je dirais, l'essence. Et finalement, on s'aperçoit que tout le fantasme qu'il y a eu ces derniers temps, mais aussi en Algérie d'ailleurs, sur les binationaux comme représentants du lobby de l'étranger susceptibles de déstabiliser les purs Tunisiens, qui eux sont purs, à la différence des binationaux qui sont soupçonnés d'impureté. Mais au-delà de ça, on peut penser que ces causes vont néanmoins connaître des formes d'institutionnalisation, parce que même si elles dérangent un certain nombre d'acteurs sociaux et politiques en Tunisie, même si elles font bouger les frontières, elles font bouger les lignes, ces causes, elles restent, je dirais, en voie d'institutionnalisation. Elles subissent un processus d'institutionnalisation par la reconnaissance internationale, par le soutien d'ONG internationales, par le soutien aussi considérable d'acteurs locaux, les nouvelles formes de revendications féministes, les nouvelles revendications sur les questions de sexualité ont aussi des appuis internes. En revanche, la vraie question qu'il faut se poser, c'est, et je finis par ça, est-ce que cette société civile telle qu'elle émerge ou telle qu'elle est aujourd'hui célébrée, consacrée, telle qu'elle s'institutionnalise, n'est pas productrice finalement aussi de marges inciviles ou de nouvelles figures de l'ennemi intérieur? Et là, avec un paradoxe majeur, dont on peut d'ailleurs s'interroger. Ces jeunes, entre guillemets, jeunes en tant que construction, bien sûr, pas jeunes en tant que phénomène de classe d'âge, qui ont été les moteurs de la révolution, ces jeunes de l'intérieur, qui ont sacrifié leur vie, qui, pour certains sont morts, plus de 250 morts, finalement, symboles et martyrs de la révolution, deviennent aussi de plus en plus, dans un certain discours démocratique, les symboles d'acteurs de la déstabilisation de la mauvaise société civile, de la société incivile. Voilà ceux-là même qui étaient les moteurs et qui ont été célébrés comme martyrs, mais en même temps qu'on les célèbre comme martyrs, on les désigne aussi comme les nouveaux ennemis d'une démocratie qui veut se stabiliser et se sécuriser. Et je finirai par là, en disant qu'effectivement, cette forme de normalisation de gouvernance démocratique tunisienne, qui ne rompt pas complètement avec le passé, je tiens à dire que la Tunisie était célébrée comme modèle avant 2011, comme un pays de stabilité, comme un pays de modération, avec les mêmes critères, et selon, je dirais, d'une analogie très surprenante, avec les critères dont on la célèbre aujourd'hui. Finalement, les institutions internationales, l'Union européenne, le FMI, la Banque mondiale, mais aussi tout simplement nos États, ont tendance à célébrer l'exception démocratique tunisienne selon, je dirais, un discours finalement très proche dans ses répertoires et dans ses registres qui célébrait l'exception arabe qu'incarnait Ben Ali. Mais, bien sûr, ce type de normalisation, ce jeu de fermeture et d'ouverture, ce processus à la fois d'inclusion et d'exclusion, produit de la désillusion, produit même parfois de la désillusion qui peut aller à la nostalgie en disant c'était mieux avant. Mais c'était mieux avant, mais justement on n'est plus comme avant. De fait de pouvoir le dire déjà, et prouve qu'on n'est plus avant 2011. Et ce que nous montrons aussi avec Amin Halal dans ce livre, c'est que cette désillusion, même si elle est formulée de manière parfois caricaturale en termes de restauration de l'autoritarisme, de retour à l'ancien régime, précisément est porteur de nouveaux horizons démocratiques qui fait qu'effectivement, rien ne sera plus comme avant en Tunisie. Et je vous remercie. Merci, Madame la Présidente. Tu as tout dit, hein. Je ne sais pas ce que j'ai à dire
après tout ce que tu as dit brillamment. Mais écoutez, je voudrais d'abord, en fait, avant de commencer, de remercier Jean-Marc Roux de m'avoir donné cette occasion de parler de la Constitution tunisienne. Certes, j'ai eu l'occasion d'en parler ailleurs, à l'étranger, en dehors de la Tunisie, en Tunisie, mais c'est la première fois que je parle en dehors de mes cours sur le site grenoblois et dans notre institution Sciences Po. Bien, tu as dit 2 mots, et à partir de ces 2 mots-là, je vais construire en tout cas mon intervention, désillusion et constitution originale. En effet, désillusion, quand on pose aujourd'hui la question aux Tunisiens, que reste-t-il du printemps arabe, comme frappé par le syndrome de la dépression post-révolutionnaire, certains, je dirais même une bonne majorité, vous diront rien du tout. Tout est fini et c'était peut-être mieux avant. Ça, c'est une tendance en fait qui ne cesse de grimper dans les sondages et dans les opinions. Le plus optimiste, vous diront, il reste quand même un tout petit peu. Et c'est dans le tout petit peu que nous allons construire, en tout cas, cette intervention. Parce que dans le peu, il y a certainement la Constitution. Il y a la Constitution, et cette Constitution, certes, elle est particulière parce qu'elle est la résultante d'une révolution, et comme toutes les constitutions résultantes des révolutions, c'est un fourre-tout, c'est un récit, c'est une espèce de défoulement. On veut tout dire, c'est un miroir en tout cas où on veut faire refléter la nouvelle société, ces jours nouveaux meilleurs. Mais bien évidemment, une constitution, c'est le résultat final, c'est l'acte terminal. Mais la constitution, c'est tout un processus. Construire, fabriquer, faire en sorte de confectionner une constitution, ce n'est pas une chose simple. Ce qui est certain que la constitution tunisienne est originale pour 3 raisons. C'est autour également de ces 3 idées que je vais essayer de vous narrer rapidement l'enjeu constitutionnel qu'a connu la Tunisie après donc la construction ou je dirais l'adoption de cette constitution. Alors le premier point me semble très important, c'est le processus constitutionnel. C'est-à-dire on ne peut pas comprendre. Et là effectivement je rejoins tout à fait Vincent quand il dit mais il faut sortir du positivisme. C'est-à-dire bien évidemment si on lit la Constitution telle que aujourd'hui on la trouve sur le plan formel, elle ressemble à d'autres constitutions. Mais en tout cas le processus constitutionnel était complètement différent. Et c'est ce processus constitutionnel que j'ai appelé moi et je l'ai qualifié de mouvementé que je vais plus ou moins analyser rapidement. Le deuxième point, c'est l'acte final, c'est-à-dire cette constitution. Qu'est-ce qu'elle a produit? Qu'est-ce qu'elle a apporté de nouveau par rapport à l'ancien? D'ailleurs, pendant cette période-là, beaucoup, je dirais, Tunisiens disaient mais pourquoi en fait on ne reprend pas en 1959, on va à la toiletter, c'est un terme méprisable qui renvoie beaucoup plus à la toilettage canine que vraiment aux constitutions, mais peu importe. Mais en tout cas, ce qui est certain, que certains ne voyaient pas du tout en fait l'utilité d'une constitution. C'est la raison pour laquelle donc l'acte final est un compromis, est un consensus, certes n'est pas mot, mais c'est un consensus constitutionnel sur lequel je reviendrai. Et puis le dernier point, cette constitution maintenant commence à prendre de l'âge. Donc 7 ans, bientôt 8 ans de pratique. Que reste-t-il bien évidemment de cette constitution qu'on a voulu qu'elle soit parfaite? Donc je l'ai appelée la constitution à l'épreuve du réel. Alors le premier point, le processus de fabrication et la confection de cette constitution a été mouvementé. Pourquoi? Parce que le 24/10/2011, les Tunisiens se sont retrouvés devant une situation nouvelle. On était quasiment dans une espèce d'uniformité politique. Les islamistes étaient en fait des gens qui existent, mais on veut ne pas trop les voir. Ceux qui ne sont pas militants, en fait, ils font donc semblant de ne pas comprendre le problème. Certes, voilà, c'est un parti qui était marginal et d'un coup, il se retrouve majoritaire, une majorité écrasante. Là aussi, on ne peut pas rapidement analyser les choses sans complexité, sans distanciation. Du jour au lendemain, les Tunisiens ne sont pas passés des bourguibistes à bénalistes et d'un coup, pof, islamistes. Non, les choses sont un peu plus compliquées que ça. Et donc, on peut revenir là-dessus, si vous voulez, lors de la discussion. Et certainement, Vincent m'aidera sur ces points-là. Ce qui est certain que, pour la première fois, et c'est ça qui était intéressant, les Tunisiens se sont posés
une question simple. Qui sommes-nous? Qui sommes-nous? Or, le qui ici est complètement différent de la question que sommes-nous? Parce que le que sommes-nous, c'est beaucoup plus, je dirais, renvoie à la philosophie kantienne, et le que, ça fait beaucoup plus philosophique que réellement politique. Or là, la question de qui sommes-nous, c'est une question réellement identitaire. Et donc les islamistes les ont grandement perturbés parce que non seulement gonflaient leurs muscles, non seulement ils étaient contents d'eux-mêmes, et puis rapidement ils voulaient instaurer la 16e califat, ils veulent en fait réintroduire en fait la charia. Donc, et là, il y a eu, je dirais, une espèce de décalage entre les leaders qui sont plus ou moins contents, mais ils essayent de ne pas trop le dire, et enfin une base qui a été, depuis, on va dire, une trentaine d'années complètement opprimée, contente, qui voulait effectivement appliquer le projet islamiste qu'est l'État islamique. Il ne faut pas non plus chercher midi à 14h. Et là, c'était quand même assez compliqué. Une majorité dans une Assemblée nationale constituante islamiste qui parle en fait de la 6e califat, et puis voulant instaurer la charia comme référent dans une société qui est plus ou moins évoluée par rapport à certains aspects, et surtout sécularisée par rapport à la référence religieuse. Et là, le combat a démarré, comme disait Nietzsche, les emmerdes ont commencé. Et les emmerdes ont commencé notamment par la majorité constituante. Et cette majorité novice, cette majorité jeune, pas en politique, mais en tout cas en constituante, était très perturbée et ne savait pas comment faire, comment fabriquer une constitution. C'est un art, ce n'est pas n'importe qui peut effectivement s'ériger en constituant. Et ils ont fait, je dirais, énormément d'erreurs, mais je n'ai pas le temps de les analyser toutes. Mais la première erreur, c'est la théorie de la page blanche. La théorie de la page blanche, on recommence, on annule tout. L'histoire de la Tunisie a commencé avec nous. Et puis le reste, ça n'existe pas. Alors je ne parle pas en fait de l'histoire plus ou moins contemporaine. Alors l'histoire antique, là, on n'en parle pas. Enfin bref, notre histoire a démarré avec les élections, avec l'arrivée de la majorité et avec la révolution. Même si on a pris le train en marche, mais nous sommes quand même des révolutionnaires. Et le reste, c'est une quantité négligeable. C'était un traumatisme pour les Tunisiens. Ça n'a pas de sens. C'était une énorme erreur, parce que la Tunisie, c'est un grand pays. La Tunisie, en fait, c'est un petit pays en taille, mais un grand pays enfin, historiquement. Les gens, ils sont attachés à leur histoire. Et puis, vous ne pouvez pas dire, je vais faire une constitution à partir de rien. Il y a des sources constitutionnelles. La première constitution, alors les Tunisiens, ils le disent avec beaucoup de fierté, moi je le dis aussi dans le livre, mais bon, avec beaucoup de guillemets, mais néanmoins, c'est réellement, Aristote, il parlait en fait avec beaucoup d'admiration de la constitution antique tunisienne de Carthage. Donc vous ne pouvez pas dire, il n'y a rien à faire, on va aller chercher en fait ce qu'il y a dans le Coran et puis on va vous écrire une constitution. Ça, c'était quand même une énorme maladresse qui a fait que, dès le départ, je dirais, le contrat était vicié. Et la relation commençait à se perturber entre des citoyens qui s'interrogeaient et une constituante en pleine dynamique de superpuissance et de surestimation de soi. Donc là, la société a commencé à s'organiser, et on retrouve ce que disait Vincent, que la démocratie, elle s'est exercée pendant cette période-là, et elle s'exerce encore en dehors des institutions. C'est ça qui est quand même très important. Les gens se sont saisis de cette question-là, et la Constitution est devenue un projet national. Tout le monde est devenu des constituants. Le nombre de personnes individuelles, je ne parle pas en fait des juristes, où dans chaque faculté de droit, il y a au moins 10 collègues qui ont commencé à écrire leur propre constitution, à eux tout seuls. Donc, et alors les gens commençaient chacun, ils écrivaient sa constitution. Tout ça pour dire que c'est une constitution réellement prise en charge par une réflexion collective pour justement répondre à la question « qui sommes-nous » ? Et c'est là qui fait que cette constitution, elle est originale. C'est là où cette constitution, c'est un récit justement d'une situation particulière, une rupture justement politico-sociale, et qui
cherche en tout cas à construire un avenir qui était à l'époque, et encore d'ailleurs, encore incertain. Ça, c'est la première erreur. La deuxième erreur, c'est le problème de la légitimité et la légitimation. Alors la légitimité, elle est très simple, elle est temporelle. Lorsque il y a eu, et ça, donc on n'aura pas l'occasion là encore d'en parler, c'est-à-dire que la préparation, la période, je dirais, entre la Révolution et les premières élections, la société et la Tunisie n'étaient pas en fait en friche. Il y avait en fait des institutions post-révolutionnaires qui ont régulé donc et le fonctionnement de la société, de l'institution. Et c'est ça qui est quand même assez intéressant, la continuité de l'État et la délégitimation, en tout cas des institutions classiques. Et donc la production de droit a cessé d'être dans l'État lui-même pour être transférée à une institution qui était à l'époque présidée par Riyad Ben Achour, qui était professeur de droit, et qui produisait des normes pour réguler et encadrer la société. C'est-à-dire que la production normative n'a jamais cessé, mais à part qu'on a transféré la source de l'État vers des institutions extra-étatiques. Mais ça, c'est quand même un élément important que les parties prenantes de ces élections et de cette organisation post-révolution se sont engagées que une assemblée constituante va être élue et elle prendra le temps, 12 mois, pour écrire et confectionner une constitution. Et d'un coup, deuxième erreur, là aussi c'est peut-être la dynamique et la joie de gouverner, ou aussi l'inexpérience, la majorité a dépassé 1 an, 2 ans, 3 ans, et a transformé petit à petit, et là c'était deuxième erreur, une assemblée constituante en parlement. À partir du moment où une assemblée constituante se transforme en parlement, va donc recevoir les critiques d'un parlement, je dirais entre guillemets de droit commun. Donc va commettre les erreurs d'un parlement, majorité, opposition, etc. Et le fait de sortir, de dénaturer en tout cas sa cause première, c'était là encore une erreur. Et à partir du moment où vous êtes élu sur des revendications, je dirais, sur une posture morale, que nous sommes des gens honnêtes, nous faisons la prière, parce que là aussi c'est l'inconscient populaire tunisien, pas de mensonges, pas de corruption, et bien évidemment, on est dans la transparence. On fait ce qu'on vous dit. Ah, d'un coup, ils ont signé, ils ont passé 3 ans. À partir de là, on a commencé. Bien évidemment, il y a des gens qui ont commencé à s'interroger, d'autres aussi, ils ont exploité politiquement cette affaire-là, et on a créé petit à petit, donc, je dirais, un constituant parallèle. Et la troisième chose importante, et je pense la plus importante à prendre en considération, il y a peu de gens qui parlent de ça, c'est l'instauration à l'extérieur de l'Assemblée nationale constituante d'une force de techniciens, d'experts, de juristes qui ont concurrencé la légitimité politique. Bref, on s'est trouvé devant un conflit entre une double légitimité, une légitimité politique issue, bien évidemment, des urnes, et une légitimité du savoir, de l'expertise. Et à partir de là, l'Assemblée constituante a perdu la main. A perdu la main parce que première version mauvaise, deuxième version mauvaise. Il y avait même en fait des articles où il y a quelques poèmes. On n'écrit pas une constitution avec de la poésie. Donc même s'il y a des bonnes intentions. Et donc, et là, cette prise en main par les juristes extérieurs ont imposé, je dirais, une bonne partie, on va dire 75 pour ne pas dire 80% de la constitution actuelle a été écrite par des experts, des juristes en dehors de l'Assemblée nationale constituante. Et d'ailleurs, je dirais un mot là-dessus à la fin, c'est parce que tout le monde voulait être partie prenante et écrivain, je dirais, de la Constitution, qu'il y a quand même une Constitution assez bavarde de 240 articles, donc c'est quand même assez impressionnant. Donc ça, c'est un élément important et déterminant à prendre en considération pour comprendre, bien évidemment, l'originalité, pour prendre la richesse aussi de cette Constitution, et aussi l'aspect important qui est le processus constitutionnel, ce que j'appelle moi le fait constitutionnel qui prend, à mon sens, le pas sur l'acte constitutionnel lui-même. Deuxième aspect important, c'est l'acte formel lui-même. L'acte formel lui-même, c'est un compromis.
je dis toujours aux étudiants que de toute façon, la constitution tunisienne ressemble à la constitution de la Troisième République de 1875. C'est une majorité monarchiste qui voulait faire une constitution pour que le roi rentre en héros. Et d'un coup, paf, c'est la République la plus républicaine. Et là, on a codifié quasiment toutes les valeurs de la révolution de 1789. Ça a été la République qui a été justement à l'origine de l'entrée en droit positif des valeurs de 1789. C'est la même chose plus ou moins en Tunisie, dans la mesure où il y avait une majorité qui voulait instaurer le califat, qui voulait en fait avoir en tout cas un État islamique, et d'un coup, elle produit une constitution, l'une des constitutions la plus moderne, donc et puis la plus démocratique au sens même de Dominique Rousseau quand il parle de la démocratie constitutionnelle. Alors rapidement, donc là c'est un compromis et je vais prendre rapidement deux exemples pour vous dire le combat, parce que on était là aussi dans une espèce de dialectique très riche. D'abord, je dirais, sociologique, juridique, et puis sociétal. Donc, premier aspect important, c'est la question de la sécularisation. La Tunisie, c'est un pays quand même assez sécularisé, où il y a toujours eu une séparation entre le temporel et le spirituel, et par conséquent, remettre la question de la source du droit et la question de la souveraineté pour aller chercher la souveraineté ailleurs, en métaphysique, et la légitimité de la source dans le Coran, c'était quelque chose d'assez difficilement acceptable pour certains Tunisiens. C'est la raison pour laquelle donc on a voulu rapidement et très rapidement régler cette question de la sécularisation, et donc l'article 1er a été repris de la Constitution de 1959, sur lequel je reviendrai dans la conclusion. Mais l'autre aspect important, c'est la question de la liberté de conscience et de la liberté de croyance. Alors les islamistes, ils ont bataillé, ils ont tout fait pour que la liberté de conscience ne soit pas dans la Constitution. Ne soit pas en fait une liberté et un droit fondamental. Ils ont bien évidemment voulu que ce soit la liberté de croyance. Bien évidemment, la liberté de croyance, mais tout le monde croit. Et c'est intéressant. À part que le piège ici, dans cette affaire-là, et ceux qui ne veulent pas croire. Qu'est-ce qu'on en fait? On va les mettre où? Donc, c'est ça. Et c'est grâce justement à la force extérieure, aux pressions, en tout cas extérieures, qu'on a pu introduire la liberté de conscience. Là, je dirais, l'autre aspect, c'est l'égalité entre hommes et femmes. Là aussi, c'est un combat important qui a été mené. Alors, les islamistes, ils ont parlé de complémentarité. Bien évidemment, on est complémentaires. L'homme est complémentaire de la femme et la femme est complémentaire de l'homme. Eh bien, la complémentarité, c'est pas l'égalité. Là encore, c'est le petit piège. Et ceux qui ne sont pas mariés, qu'est-ce qu'on en fait, là encore? Ils sont complémentaires, moins complémentaires, égal, moins égal, égaux, moins égaux. Donc tout ça fait que ce combat n'a pas été tout à fait simple. Alors, donc, je terminerai, et vraiment le dernier mot, c'est une constitution sur le plan formel a introduit donc un régime politique néo-parlementaire avec un parlementarisme, on va dire, quasi classique, un chef de gouvernement disposant de plusieurs pouvoirs, mais là encore, paf, une originalité en fait que le président de la République soit élu au suffrage universel direct. Là aussi, c'est un problème de légitimité, comme si vous demandez à un carnassier de manger uniquement et exclusivement de la salade. Il ne mangera pas. Donc, la légitimité politique de suffrage universel direct signifie gouvernance, gouverner. Donc là, petit à petit, ces institutions ont commencé dans la pratique à être, donc, je dirais pas falsifiées, mais en tout cas modifiées jusqu'à aujourd'hui, où on a une situation de blocage institutionnel. Le dernier mot, hein, Elisabeth. Aujourd'hui, on est dans une situation où un président de la République plus ou moins mis à l'écart, c'est un coup de force institutionnel, et un Premier ministre soumis à une majorité qui n'est pas la sienne. On passe petit à petit, c'est le dernier mot, on passe petit à petit à un régime, en tout cas néo-parlementaire, un régime d'assemblée, que réservera à la Tunisie un avenir, j'espère à Dieu, j'espère que cette constitution va mûrir certainement et pas mourir, et donc on fera tout pour qu'elle ne meure pas, parce que c'est une constitution intéressante, originale, et je vous remercie.
Eh ben, Faites comme moi. oui, c'est ça. Tout à fait. Je tiens tout d'abord à remercier le professeur Marcoux et à travers lui justement l'IEP de Grenoble de m'avoir invité justement à cette rencontre sur les journées internationales. Je vais axer mon intervention sur 2 points essentiels. Le premier point concerne les grands traits de l'évolution du constitutionnalisme marocain. Et deuxième trait, deuxième point, concernant justement les limites et les perspectives du constitutionnalisme marocain. Mais avant, tout d'abord, il faut insister sur le fait que le Maroc, ou la nouvelle constitution de 2011, est la 4e constitution marocaine. Pour certains constitutionnalistes, d'autres disent que c'est la 6e. Hein, je ne vais pas entrer dans le débat. Elle comporte 180 articles contre 108 dans celle de 96. J'insiste sur le fait qu'avant cette constitution, il y avait 2 traits essentiels. Le premier trait est relatif à la justice transitionnelle. Le Maroc a réalisé, avant 2011, la justice transitionnelle. Et c'est le premier pays dans les pays du Maghreb, du monde arabe, je dirais, qui a réalisé ce qu'on appelle la justice, avec un rapport exceptionnel de l'instance d'équité et de réconciliation. Deuxième trait également fondamental, c'est la réalisation de ce qu'on appelle l'alternance consensuelle au Maroc. C'est-à-dire, avant 2011, on a constitué un gouvernement avec son chef, son premier ministre, qui était condamné à mort, à savoir le président du Parti socialiste marocain. Je crois que ce sont 2 traits qui permettent de relativiser un peu disons, de relativiser le parcours du constitutionnalisme marocain de manière générale. Alors, bien sûr, la Constitution de 2011 est intervenue dans un contexte, comme vous le savez, régional, caractérisé par ce qu'on appelle le printemps arabe, et par un contexte national caractérisé par le mouvement ce qu'on appelle le mouvement de 20 février, hein, mouvement qui a justement demandé des réformes profondes, constitutionnelles, politiques, etc. Alors, en réponse, si vous voulez, au Maroc, le roi est intervenu de manière très vite à ces réactions populaires, notamment au mouvement de 20 février, qui était un grand mouvement qui a embarrassé toutes les villes, il ne faut pas l'oublier. Il est intervenu dans un fameux discours du 9 mars, c'est ça, du 9 mars 2011, et il a énoncé dans ce discours les 7 piliers de la réforme constitutionnelle de 2011. Alors, grosso modo, je passe en revue, mais de manière très, très vite, de manière générale aussi, sur ces 7, si vous voulez, piliers de la réforme constitutionnelle au Maroc. Premièrement, la consécration constitutionnelle de la pluralité de l'identité marocaine. Et là
j'ai discuté avec des amis tunisiens. Il y a le président français Hollande, lors de sa visite au Maroc, dans un dîner offert par le roi Mohamed VI, il a cité justement, et je tiens à citer justement cette phrase concernant la formation de la nation marocaine. Il a dit ceci, c'est le président Hollande dans cette soirée. Il a dit la nation marocaine est forgée par la convergence de ses composantes arabo-islamiques, amazirs, saharo-hassanites, et s'est enrichie de ses affluents africains, andalous, hébraïques et méditerranéens. Donc vous voyez, il y a le tout. Et c'est très intéressant cette justement essai de définition qui se trouve d'ailleurs dans le préambule de la Constitution. Deuxième, si vous voulez, pilier, je pars très vite, c'est-à-dire l'élargissement du champ des libertés fondamentales, etc. Troisième, et c'est là, je crois, c'est le trait commun entre les constitutions marocaines et tunisiennes, et même algériennes, disons maghrébins, c'est qu'avant, il y avait la justice n'était pas considérée comme un pouvoir en tant que tel. Alors, dans les nouvelles constitutions, toutes les constitutions maghrébines maintenant, ils insistent sur le fait que c'est un pouvoir indépendant, et également la création de ce qu'on appelle les conseils, les cours constitutionnels, on le trouve en Tunisie, et l'introduction de l'exception d'inconstitutionnalité. C'est très important dans tous les pays du Maghreb. En 2011 au Maroc, en 2014 en Tunisie, en 2016 en Algérie et en 2017 en Mauritanie. Donc, l'introduction de ce qu'on appelle la fameuse QPC française. Également, parmi les piliers, il y a, quatrième, si vous voulez, un Parlement issu libre et sincère, mais surtout, la consécration du principe de la nomination du Premier ministre au sein du parti politique arrivé en tête des élections de la Chambre des représentants. C'est-à-dire, il y avait, je dirais, un petit pas vers le régime ou le parlementarisme, la parlementarisation du régime. Et le renforcement également, ce qui est le cinquième, le renforcement des organes et outils constitutionnels d'encadrement des citoyens à travers la consolidation du rôle des partis politiques, etc. Le sixième, la consolidation des mécanismes de moralisation de la vie politique. Elle est très importante, on va le voir tout à l'heure. Surtout, la Constitution va insister sur le principe de la reddition des comptes. Et enfin, la constitutionnalisation des instances en charge de la bonne gouvernance. Je reviendrai tout à l'heure pour dire que disons, ces instances, à vrai dire, c'est une notion étrangère au droit constitutionnel classique. Les instances de la bonne gouvernance, etc., c'est très nouveau. Et par la suite, on la trouve dans la Constitution 2014 en Tunisie, également en Algérie, etc. Donc, grosso modo, si vous voulez, la procédure d'élaboration de la Constitution, elle a été élaborée, comme vous le savez, c'est la première fois, parce que toutes les constitutions étaient d'initiative royale, purement royale. Bien sûr, avec, disons, comment dirais-je, avec l'appui de certains professeurs français de droit constitutionnel. Mais de manière générale, 2011 a quand même appris une petite rupture par rapport aux constitutions précédentes en constituant deux organes
il y avait justement, le premier organe, c'est la commission consultative royale qui a été constituée par des professeurs de droit et de droit constitutionnel. Et la deuxième, c'est une instance plutôt, je dirais, politique. Donc, il y avait une instance technique et il y a une instance politique. Il y avait tous les partis politiques, les syndicats, etc. Grosso modo, qu'est-ce que je veux dire par là? Pour la première fois, il y avait cette instance a reçu plus de 140 mémoires de la part des partis politiques, des syndicats, des associations, etc. C'est-à-dire il y avait une procédure plus ou moins participative. Et d'ailleurs, on le voit dans la Constitution, puisque la Constitution a, si vous voulez, a répondu positivement à toutes les demandes sociales. Donc, on le voit dans certaines ambiguïtés, dans les termes, etc. De manière générale aussi, je pense, cette initiative a donné, grosso modo, une bonne constitution, mais, on va voir les limites après, une très bonne constitution à l'époque, mais vous savez, une constitution, c'est un texte. Elle dépend avant tout des acteurs politiques et sociaux. Et ça, on le verra tout à l'heure. Je mettrai l'accent dans ce cadre sur les apports, les grands apports, sans entrer dans les détails. Au niveau du roi. Au niveau du roi, je crois le grand apport, c'est qu'il n'est plus comme avant, comment dirais-je, législateur. Le seul législateur, c'est le Parlement. Donc, je crois que c'est un apport très important. Deuxième apport, c'est que dans la Constitution, il y a une différence nette entre ce qui est temporel et ce qui est religieux. Et ce qui est religieux, c'est-à-dire, en d'autres termes, le roi, la Constitution a limité, qu'on le veuille ou non, les prérogatives royales, hein, uniquement dans le domaine militaire, le domaine religieux et le domaine réservé des affaires étrangères. Voilà. Mais à part ça, il y avait justement... Deuxième chose aussi, au niveau, je crois, de l'exécutif, et que pour la première fois aussi, comme je viens de le dire, le chef du gouvernement, on ne l'appelle plus le Premier ministre, le chef du gouvernement, il est issu du parti vainqueur des élections. Et ça, c'est un grand apport. Également, pour la première fois, il y a deux conseils, le conseil de gouvernement et le conseil de ministres. Donc, deux choses très différentes. Au niveau également, au niveau du Parlement, ce qui est important, c'est qu'il y a bicaméralisme, mais on est revenu à un bicaméralisme inégalitaire, c'est-à-dire comme tous les pays démocratiques, parce qu'avant on avait presque un bicaméralisme quasi égalitaire, où il y avait égalité de pouvoir entre la Chambre des représentants et la Chambre des conseillers. Dans la nouvelle version, là, on a même limité dans la Constitution le nombre de la Chambre des conseillers entre 90 et 120 conseillers. C'est-à-dire on l'a limité dans la Constitution et non pas dans une loi organique. Également, parmi les choses très importantes, c'est que la Constitution a mis l'accent sur ce qu'on appelle la régionalisation avancée. C'est-à-dire il y a une conscience au Maroc que sans régionalisation avancée, il n'y aurait pas de développement économique. La régionalisation va avancer, je crois, c'est un vecteur très important de développement économique. D'ailleurs, dans la loi organique,
la loi organique met l'accent sur cet aspect économique, purement économique, de la régionalisation avancée. Également, je peux revenir par la suite justement à d'autres aspects de nouveaux apports, mais de manière générale, quelles sont les limites du constitutionnel? Je mettrai l'accent sur deux points. Sur les limites, tout d'abord, au niveau, si vous voulez, au Maroc, il y a presque 20 lois organiques, mais il reste uniquement 3 lois organiques qui n'ont pas été votées et qui posent problème. La loi relative à la grève, depuis toujours, elle n'a jamais été votée dans toutes les conditions. La deuxième, c'est la loi relative à la langue amazigh et la loi également organique relative au Conseil des langues, de manière générale. La loi relative à l'amazigh pose un problème parce qu'à mon sens, il aurait pu non pas l'officialiser, et dire tout simplement que c'est une langue nationale et pas officielle, parce que ça suppose vraiment, ça suppose un grand effort de l'État, maintenant l'État n'a pas les moyens de l'officialiser, grosso modo. Alors, parmi les limites, c'est que il y a beaucoup de dispositions dans la Constitution, je dirais même il y a une inflation de dispositions étrangères au droit classique, au droit constitutionnel classique. Je passe et je dis tout simplement que les lois, il y a d'autres problèmes qui se posent ou qui se sont posés justement à travers la nouvelle Constitution. Parmi lesquels, je passe très vite, il y a tout le monde, il y a certaines, d'ailleurs j'ai vu la même chose en Tunisie, beaucoup de gens réclament une nouvelle révision de la Constitution. Hein. Ça c'est un élan, même au Maroc, il y a certaines voix qui réclament une nouvelle révision constitutionnelle. Alors on se demande pourquoi. Parce qu'il y a si vous voulez, une incompatibilité entre la Constitution et le déroulement des choses. Premièrement, il y a développement de l'antiparlementarisme. Il y a développement de l'antipartisme. Et également, il y a une crise du syndicalisme, il faut bien le dire. Et dans tout ça, si vous voulez, moi, à mon sens, l'arrivée au pouvoir des islamites, c'est mon point de vue, est une catastrophe au Maroc. Est une catastrophe. D'ailleurs, le nouveau numéro de Jeune Afrique, 7 ans, à quoi sert justement 7 ans pour rien, c'est ça, 7 ans pour rien. Je pense que nous avons un gouvernement fragile, de plus en plus un Parlement qui est très critiqué et un syndicalisme de plus en plus, si vous voulez, en crise. Et je demande s'il ne faut pas redynamiser peut-être la vie politique et constitutionnelle par une nouvelle révision constitutionnelle ou bien par, c'est très difficile de remédier au comportement des acteurs. Je dirais, il faut peut-être aller au texte principal et merci de votre attention. Bravo, je suis impressionnée. Je ne veux pas monopoliser la parole, j'imagine qu'il y a des questions. Est-ce que vous voulez vous manifester? Est-ce que vous avez besoin que les gens posent la question avec le micro pour la prise de son? Donc, c'est ça, mais je vais me promener avec le micro, comme ça je le tiens, puis ça me permet de l'arracher le cas échéant. Jean, est-ce que tu voulais poser une question? Comment? Non, je voulais justement faire circuler
La parole. Quand vous avez parlé du prix Nobel de la paix, voilà, vous avez estimé que les députés n'ont pas été récompensés. Et on sait bien que c'est l'équivalent du MEDEF en France qui a été récompensé avec la Ligue des droits de l'homme, l'institution qui représente les avocats, plus le JTT, l'Union des travailleurs tunisiens. Moi, je pense que si les députés n'ont pas été récompensés, monsieur Gesser, c'est parce que la Constitution n'a pas été faite par les députés. Je fais un petit jeu de mots pour vous expliquer. La Constitution a été faite, la première de juin 2013 était une catastrophe. Et s'ils n'ont pas été récompensés, c'est parce que c'est la rue, quelque part, qui a fait la Constitution. C'est-à-dire, il y a eu des manifestations, il y a eu des gens qui sont battus, des intellectuels, des gens qui se sont forcés. Est-ce que la Constitution, comme a dit M. Saya, soit, quelque part, la plus potable possible? Et je pense que le fait que les députés n'ont pas été récompensés, c'est parce que c'était la Troïka. Hein. La Troïka, on sait très bien, El Nada, plus Takatolé, plus le CPR. Et ces gens-là étaient venus pour une intention bien précise, c'est de faire une constitution islamiste. Et c'est pour ça, éventuellement, qu'ils n'ont pas été récompensés. Voilà, c'était ma remarque. Est-ce que quelqu'un d'autre voulait... Est-ce que peut-être qu'on pourrait prendre 2-3 questions parce qu'il nous reste peu de temps? Est-ce que quelqu'un d'autre avait une question? N'hésitez pas. Non. Oui. Un peu de débat et pour vous faire parler, vous avez déjà parlé, mais du coup pour faire discuter les différents papiers entre eux. Vincent a introduit tu nous as amené à réfléchir aux articulations entre, tu nous as dit, bon, surtout, on ne distingue pas la démocratie sociale de la démocratie formelle, ou je ne sais pas très bien comment tu l'as formulé, mais en tout cas, tu nous as invités à réfléchir effectivement entre, je dirais, des lieux formels ou attendus ou convenus, ou au Maroc on a souvent parlé du jeu politique institué, avec d'autres lieux, d'autres arènes de mobilisation, etc. Et vous trois autres, vous nous avez apporté plein de pistes autour de ces forces et tensions qui entourent, je dirais, la production de règles, de normes, d'institutions, dans le cas aussi du premier papier, donc des arènes politiques, je dirais, plus formelles. Donc ma question, c'était, dans ces négociations, discussions, tensions sur la production de la Constitution et dans ses applications, est-ce que vous pouvez un petit peu nous éclairer davantage sur la façon dont, je dirais, les questions sociales sont entrées dans cette fabrique? Merci. Je vais poursuivre, comme ça je réagis et en même temps j'avais une question, comme ça formera une réponse et une question. Oui, moi j'aimais bien quand mon collègue disait que penser en termes de démocratie ou d'autoritarisme, ça ne fonctionne pas. Cette approche-là, elle ne fonctionne plus, il faut chercher des zones grises. Il faut chercher les zones grises, mais encore faut-il savoir comment définir ces zones grises. Je pense que analyser les politiques, les systèmes politiques actuellement dans la région comme ailleurs, eh bien, c'est un lien avec la capacité à définir ces zones grises. Et parler de régime semi-démocratique, de monarchie exécutive, ou de monarchie parlementaire, ou de république semi-autoritaire, etc., sont juste des actes de langage, finalement, qui permettent de justifier ou de légitimer les gouvernements, mais qui ne nous permettent pas, nous, aux universitaires, de véritablement définir les phénomènes auxquels on est confronté. Et j'aimais aussi beaucoup quand vous disiez que, finalement, pour mieux comprendre comment sont fabriquées les politiques, parce que c'est ça qu'il faut qu'on fasse, il faut comprendre comment sont fabriquées les politiques pour définir ces types de régimes, eh bien, la comparaison a une dimension heuristique, puisqu'on va apprendre de ces comparaisons. Et pour revenir à ce que vous avez dit, j'aimerais bien comparer le Maroc et la Tunisie. Sur un point particulier, prenons la question du genre, par exemple. Dans la Constitution, et là je reviens à vos deux papiers, la Constitution du Maroc, contrairement à la Constitution tunisienne, à ce que j'apprends, qui parle de complémentarité, la nouvelle Constitution, non, qui parle d'égalité,
finalement, la constitution du Maroc, merci, parle aussi d'égalité, heureusement, et non simplement elle parle d'égalité maintenant, elle parle d'égalité politique, et il y a de nombreux textes qui montrent qu'il y a une réelle volonté dans la Constitution d'engager des réformes pour lutter contre les discriminations de genre. Maintenant, le problème qui se pose, c'est l'application de cette Constitution dans les lois, la première chose, et ensuite, donc, créer des lois, avoir des lois qui permettent de soutenir ça, et ensuite, que les juges soient en faveur de cette lutte contre la discrimination, ce qui n'est pas toujours le cas sur le terrain. Maintenant, ce qui me paraît intéressant, c'est de comprendre pourquoi, par exemple, en Tunisie, alors qu'il y a beaucoup de problèmes, on a réussi à changer la loi sur l'héritage, et au Maroc, comment? Mais elle a été discutée. Et le projet de loi, par le président, a été soutenu. Donc c'est quelque chose qui est en cours. Au Maroc, c'est quelque chose alors qui a été tenté lorsqu'on a vu ce qui s'est passé en Tunisie. Le débat s'est déplacé naturellement au Maroc, mais c'est quelque chose par rapport auquel il y a encore beaucoup de résistance. Et en fait, par rapport à cette question-là, on observe, en ce qui concerne la lutte pour l'égalité des genres au Maroc, elle est toujours passée non pas par les partis politiques, donc non pas par le jeu politique, mais par la mobilisation sociale. La réforme de la Moudawana en 2004, initiée par le roi Mohamed VI, avait été initiée suite à un ensemble de mobilisations sociales. Et aujourd'hui, c'est aussi les associations qui militent en faveur de dispositions de la loi et de l'application par les juges d'un ensemble de réformes engageant cette égalité des genres. Donc pour moi, par exemple, réformer la Constitution ne permettrait pas de faire avancer les choses, puisque la Constitution, déjà, elle offre un ensemble de pistes qui sont intéressantes. Mais au Maroc, et j'aimerais bien avoir votre avis sur la Tunisie, la fabrication de la politique par les partis politiques, c'est quelque chose qui n'est plus aujourd'hui, ou qui n'a peut-être pas beaucoup été depuis les années 80, un vecteur de changement. Donc c'est association ou mobilisation, roi, et ensuite, ça s'applique au gouvernement. Mais entre la société et le gouvernement, de façon directe, ça passe moins. Oui, sur la première question, à propos du prix Nobel, j'ai pas dit que c'est. D'abord, j'ai pas dit qui devrait être récompensé. J'ai pas cité l'exécutif. J'ai cité le Parlement. Je dis effectivement, le prix Nobel n'a pas récompensé les parlementaires, et j'ai pas dit l'exécutif. Moi, je pense qu'il faut faire attention. Hein. Le Parlement tunisien a été très fluctuant sur la période 2011-2014. Il y a des gens qui étaient du groupe majoritaire qui sont partis dans le groupe minoritaire. Il y a des groupes extrêmement minoritaires qui sont devenus des quasi-partis, notamment le parti de gauche centriste est devenu le Front populaire, qui était quelques élus, est devenu un parti quand même assez fort. Et puis, il ne faut pas oublier qu'en Tunisie, je crois que Jamil le dira, mais les travaux d'Éric Gobb le montreront, c'est pas simplement le Parlement qui est allé vers la rue, c'est aussi la rue. Il y a eu énormément de débats qui ont produit des impacts ou des conséquences sur l'orientation des discussions. Notamment, il y avait au sein du Parlement tunisien ce qu'on appelait la commission de consensus. Il y avait aussi la commission de rédaction de la Constitution. À l'époque, pour avoir été proche amicalement du président de l'Assemblée nationale constituante et le voir très très souvent, je peux vous dire que les commissions donnaient lieu à des débats très contradictoires et pas forcément selon les lignes politiques qu'on connaissait. Par exemple, sur les questions de morale ou de religion, il n'y avait pas simplement l'opposition islamiste non islamiste. Par exemple, une partie des parlementaires du parti islamiste venant de France était opposée à certains articles sur la complémentarité en disant c'est débile, on est déjà passé à l'égalité. Donc on voit bien que ça a été une période exceptionnelle quand même. C'est-à-dire qu'on ne peut pas nier qu'entre 2011 et 2014, cette Assemblée nationale constituante a été quand même traversée par des courants sociétaux. Je veux dire, alors je ne tomberai pas dans la figure romantique d'un Parlement ou d'une Assemblée nationale constituante à l'image du peuple, mais elle a été traversée. Et je ne crois pas. Et d'ailleurs, regardez, ceux qui n'ont pas voté la Constitution, c'est qui n'ont pas voté la Constitution tunisienne? Ce n'est pas d'un côté la majorité qui l'a votée, l'opposition qui l'a refusée. Elle a été votée à la quasi-unanimité. Qui n'a pas voté la Constitution tunisienne? 2 salafistes et 2 populistes. Bon, donc je veux dire que cette Constitution tunisienne a été rejetée
par quelques 3 ou 4 salafistes et 2-3 leaders populistes que vous connaissez. Donc, dire que la constitution tunisienne serait les produits d'une majorité, je trouve que c'est une caricaturer ce qu'a été cet espace particulier qui était, tu as raison, qui a dérivé vers un parlement, qui a été une assemblée nationale constituante au sens d'une assemblée révolutionnaire, qui a été aussi très imperméable au discours des juristes, mais aussi à un certain nombre de revendications, sans oublier bien sûr les acteurs internationaux comme le PNUD ou comme un certain nombre d'ONG, et parfois même tuniso-tunisienne. Regardez par exemple l'extraordinaire rôle d'une association comme Bouassala, la Boussole, qui a joué un rôle énorme dans rappeler à l'ordre un certain nombre de valeurs et de principes. Donc je pense que ce moment de fabrication de la Constitution est un moment qui ne se limite pas à un jeu purement partisan et politique. Voilà. Là, donc, ensuite, sur la question, oui, par rapport à la question de Myriam, il faut bien comprendre ce que j'ai dit, effectivement, je n'ai pas opposé 2 démocraties. Hein. Je n'ai pas dit qu'il y a la démocratie des élites et puis la démocratie sociale. Je montre qu'aujourd'hui, la question démocratique, on ne peut pas la limiter simplement à la question purement électorale et institutionnelle, et que du coup, juger uniquement des réussites et des échecs de la Tunisie par rapport à serait très limité. Et ça rejoint aussi la réflexion par rapport à Madame sur la nécessité effectivement de dépasser les catégories essentialistes. C'est pas simplement une volonté de nuance et de complexité, de dire que tout ne relève pas ou de l'autoritarisme ou tout ne relève pas de la démocratie. Ce n'est pas une volonté de relativisme scientifique de ma part, c'est aussi un certain réalisme sociologique, et je dis pas positivisme, qui est de constater que même chez nous, en Europe, on réussit à ces formes d'hybridation politique. Or, aujourd'hui, on le voit bien dans les décisions qui peuvent être prises dans l'appareil d'État français, on est aussi dans des formes qui sont tout sauf des débats contradictoires au sein du Parlement, qui produisent des décisions politiques ou qui influent sur les décisions politiques. On est tout sauf sur une démocratie d'application des programmes ou sur une démocratie de mandat où on appliquerait un programme politique voté par le peuple. On est dans des choses beaucoup plus complexes. Et on voit bien la tendance face à des mouvements sociaux, je le disais à Myriam il y a 2 jours, du président de la République, non pas à dire « allez, on discute de la politique sociale », mais de dire « je vais vous donner ça, et 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 ça va vous calmer ». Donc même, je dirais, dans la gouvernance, on voit bien qu'on n'est pas à l'abri de formes extrêmement personnalisées, non pas de la personnalisation au sens gaullien et de la Ve République, mais la personnalisation au sens qu'aujourd'hui, on pense de plus en plus la fabrication de la décision politique comme un rapport privilégié entre un souverain et son peuple. Et donc finalement, quand ça bouge dans la rue en France, il y a aussi cette tendance de plus en plus à répondre par des décisions extrêmement personnalisées, incarnées dans une figure, et qui du coup brouillent encore plus les frontières entre ce qu'on pourrait appeler, ce qu'on appelle les démocraties de type occidental et les autoritarismes qui se situeraient de l'autre côté de la Méditerranée. Donc ça, je crois que c'est quand même important à le dire. C'est pas du relativisme que de nier la charge autoritaire, mais c'est de montrer que l'autoritarisme ou les logiques de restriction des espaces d'expression, de liberté ou de prise de décision, qu'elles soient du Parlement ou des partis politiques, est un mouvement qui est observé aujourd'hui à l'échelle. Regardez aujourd'hui la Russie, vous voulez la qualifier quoi? La Russie, d'accord, il est élu, d'accord, mais il assassine. Le président russe aujourd'hui peut ordonner l'assassinat d'un journaliste, il peut. Je veux dire qu'il ne sera pas renversé. En France, ça n'arriverait pas. Donc il y a une nuance quand même. Le président russe peut décider seul l'envoi de son armée dans un pays étranger pour faire 110 bombardements en l'espace d'un mois. Il n'est pas remis en cause. Donc je veux dire par là qu'on voit bien la difficulté. Alors pourtant, on ne peut pas dire que c'est non plus une dictature. Donc il est élu. On le voit bien aussi aujourd'hui dans le cas de la Turquie, extrêmement problématique. Un islamiste qui arrive au pouvoir élu par le peuple et qui, au jour le jour, interdit les universitaires, les exclut de l'université et qui, malgré tout, continue à jouer le jeu électoral et de façon assez surprenante, même les opposants turcs le disent, avec des urnes qui sont quand même remplies en sa faveur. Alors c'est pas 70%, d'accord. Donc on voit bien la complexité, même d'aborder une évolution comme la Turquie, où on voit bien cet homme qui use de ficelles autoritaires dignes de n'importe quel autocrate, une sorte, bien sûr, d'un Ben Ali plus intelligent et plus malin, mais qui, en même temps, touche aux espaces de liberté et aux espaces universitaires, dignes précisément d'un Ben Ali. Donc,
D'où la difficulté pour nous, sociologues et politologues, peut-être de revoir nos catégories, de les repenser, non pas pour faire les complexes, les intelligents, mais parce que de toute façon, des catégories trop rigides sont nécessairement non pertinentes et périmées pour comprendre ce qui se passe en termes de fabrication politique aujourd'hui. Merci. Vous allez devoir vous partager les 5 minutes restantes. Mais ce qu'on va pouvoir faire pour les questions, c'est que comme le deuxième panel est la continuité du premier, on va s'assurer de finir en temps et lieu, mais on aura du temps pour les questions. Les gens auront encore de l'énergie, donc ça sera aussi bien. Je vous laisse donc chacun 2 minutes. Nord-américaine. Rapidement, hein, à la nord-africaine. donc 20 minutes. Bon, non, mais en effet, en fait, cette distinction, cette différenciation entre le réel et le légal me semble quand même très important. Mais rapidement, en tout cas, lorsqu'on voit aujourd'hui aussi bien la Constitution que le système institutionnel issu de cette Constitution démocratique de la Tunisie, rapidement, en tout cas, ce mode de fonctionnement a chopé le virus, en tout cas, de la partitocratie, de la crise de la démocratie formelle, avec l'absentéisme, etc. Donc, voilà. Donc aujourd'hui, pour comprendre tout cela, les institutions deviennent de plus en plus liquides et la démocratie réelle se passe dans les ONG, dans la société civile. Et c'est là, peut-être, il faut mobiliser une analyse de Gramsci pour mieux comprendre la société tunisienne dans sa dimension en fait démocratique. Oui. Je voulais revenir sur 2 points essentiels, mais très vite. Hein. 1 minute. Oui. L'heure marocaine. Alors, justement, tellement il y avait de demandes, notamment lors du 20 février, c'est-à-dire les gens demandaient une monarchie parlementaire, qu'elle a été justement inscrite même dans la Constitution, puisque l'article 1er dit « Le Maroc est une monarchie constitutionnelle, démocratique, parlementaire et sociale ». Mais il faut bien le dire, dans la réalité, c'est une monarchie exécutive. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est le roi lui-même, dans plusieurs interventions, qui a dit que il ne faut pas attendre à ce que le fauteuil soit vide. Hein, ce n'est pas une monarchie où le fauteuil soit vide, mais c'est une monarchie qui exécute. Voilà, c'est ce que je voulais dire très très vite sur cette question. Et puis, autre chose qui a été justement tout à l'heure citée, mais elle est très importante, c'est qu'au Maroc, justement, avec l'agonie des partis politiques, des syndicats, etc., il y a un problème si vous voulez, de force intermédiaire. Il n'y a pas d'intermédiaire, il n'y a que les réseaux sociaux, le peuple, etc., et la spontanéité des peuples. Et en haut, il y a justement le roi. Tant qu'il n'y a pas, justement, l'ascenseur ne va pas et ne revient pas. C'est un grand problème.